accueillir. Alors pour un mini-festival, effectivement tous les 2 ans c'est un festival de 4 jours normalement, mais là c'est un festival d'une demi-journée, mais sur un thème qui nous est très cher, la famille, les relations familiales, intergénérationnelles pour le coup, puisque on a mis le zoom sur la relation entre grands-parents et petits-enfants. Alors l'association FestiLive, son objectif, c'est de permettre la rencontre, la réflexion, tout en étant dans le festif et le bonheur de rencontrer. C'est aussi ça, on entend des gens heureux de boire, de manger, de chanter, et puis aussi de réfléchir et de passer un petit moment ensemble. Donc, encore une fois, merci à vous trois. Vous allez vous présenter. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, puis après, je lancerai par une première question, si ça vous va bien. Et je dirai quelques mots à la fin, donc sur le prochain festival 2019, puisque je vous ai dit que c'est un mini-festival d'habitude, donc c'était normalement en 2019 qu'on devait faire cet événement culturel et festif. Mais donc commençons cette conférence, je te laisse te présenter Martine. Je vais plutôt passer la parole à ceux qui viennent le plus loin. Très bien, bravo. Oui, bonjour à tous, ça nous fait très plaisir d'être là dans un lieu tellement extraordinaire. Donc nous venons de Paris, nous sommes 2. Moi je m'appelle Monique Desmet, je suis psychologue et je suis également médiatrice intergénérationnelle. Et nous sommes venus à 2 parce que nous appartenons tous à une association, tous les deux à une association qui s'appelle l'École des grands-parents européens. C'est une association qui est créée en 1994, donc il y a 24 ans maintenant, et dont la mission c'est de soutenir des grands-parents qui peuvent être en difficulté de relation avec leurs enfants et petits-enfants, et aussi surtout de développer les liens entre les générations. Liens qui sont extraordinaires mais qui ne vont pas toujours de soi. Alors donc peut-être que ce serait trop long de vous parler de nos activités. On a des activités grands-parents, petits-enfants, on a des groupes de parole, on a de la médiation, on a différentes activités qui permettent justement que ces liens soient maintenus, soient développés ou alors soient restaurés quand il n'y a plus de liens. Voilà, en gros c'est ça. Bonjour, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je m'appelle Pierre Manipou, que je suis dans cette association de GPE, l'École des grands-parents, depuis 10 ans maintenant. Je suis grand-père, bien sûr. Voilà. Bon. Auparavant, j'étais directeur de plusieurs établissements pour handicapés mentaux et je m'occupais aussi beaucoup des grands-parents de ces petits-enfants. Donc, voilà. Pierre Manipou. Donc bonjour, moi aussi je suis contente d'être là et puis avec vous pour un partage, je pense, riche, puisque vous êtes tous des anciens petits-enfants, peut-être des futurs grands-parents ou des déjà grands-parents, donc on va construire la conférence ensemble. Donc moi je suis Martine Huot-Marchand, grand-mère de 7 petits-enfants et pédiatre en retraite. Voilà. Voilà, ça a permis de situer chacun d'entre vous, donc merci. Alors je vais poser une première question un peu ouverte, donc qui vous laissera le soin de témoigner déjà de votre rôle de grands-parents et parler aussi des difficultés et des joies. Donc dans la relation avec les petits-enfants, vous serez d'accord avec moi que les grands-parents ont un rôle à jouer, je pense. Donc évidemment ce rôle, eh bien, il n'est pas constant dans l'histoire, il change. Il se modifie, on est dans une société qui bouge. Et donc, habituellement, on voyait dans les grands-parents la transmission, apporter une manière d'être, une sagesse, être à l'écoute, avoir de la bienveillance, mais aussi être la mémoire. Alors maintenant, le rapport au temps et à l'espace a beaucoup changé. Donc dites-nous aujourd'hui encore dans ce rôle spécifique que les grands-parents, donc quel rôle spécifique dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, quel rôle peuvent jouer les grands-parents lorsque les petits-enfants reçoivent aussi tellement d'informations numérisées, médiatisées de toutes sortes, et que les distances parfois sont grandes aussi entre grands-parents et petits-enfants, géographiquement, pas seulement par l'âge. Voilà, alors on commence par Monique. Pardon, ce qu'on peut dire pour l'instant,
c'est que le rôle des grands-parents est important puisqu'on compte actuellement sur la France 16 millions de grands-parents, hein, que la moyenne d'âge est entre 54 et 56 ans, 54 pour les femmes et 56 ans pour les hommes, et que ça représente 23 millions d'heures hebdomadaires de garde. Ce qui, il faut reconnaître que c'est quand même très important au niveau économique, au niveau sociologique, hein, et que donc le rapport des grands-parents aux petits-enfants est essentiel. Alors Michel a souligné tout à l'heure l'évolution de la société et de la famille. Je ne vais pas y revenir sur l'évolution peut-être technique, l'évolution de la médecine qui a bousculé les repères aussi, les moyens d'information et de communication qui se sont développés. En ce qui concerne la femme, vous avez pu remarquer que ces dernières décennies, il y a eu des avancées importantes, notamment en ce qui concerne leur indépendance vis-à-vis de l'homme. Elles ont eu le droit de vote en 1945, le droit à la contraception en 1967, à l'IVG en 1975, et elles ont pu accéder à des postes de responsabilité ou des postes qui étaient réservés aux hommes jusqu'à présent. Il y a toute cette évolution dont il faut tenir compte quand on parlera de ce que sont les grands-parents aujourd'hui, à partir de ce qu'ils ont pu traverser. Et l'homme aussi a changé. Vous avez bien vu que les hommes, depuis un certain nombre d'années, s'occupent des enfants, hein, aussi sont intéressés par la grossesse. Au moment de l'accouchement, ils sont là, ils peuvent s'occuper des bébés, ils sont partie prenante dans l'éducation. En fait, ça a changé au niveau de l'homme, de la femme, ça a changé au niveau de la société, bien sûr. Tu disais qu'on est nombreux comme grands-parents parce que la durée de vie est plus importante que celle qu'on avait aussi il y a 20 ans ou 30 ans. Et la famille a changé. Et là, je voulais faire un petit point sur cette évolution de la famille. C'est-à-dire que la famille, auparavant, était surtout une famille qu'on pourrait appeler traditionnelle, classique, avec les parents et les enfants biologiques. Et peu à peu est apparu d'autres formes de parentalité, d'autres formes de configuration familiale. Il y a eu donc la monoparentalité, il y a eu les familles recomposées, enfin, on voit que les mariages ont diminué, les PACS ont augmenté, et en ce qui concerne les divorces, je crois qu'en région, c'est 30% des mariages qui se soldent par un divorce, et à Paris, grande ville, c'est 50%. Donc évolution de la famille, et je pense que les familles actuellement ont vraiment des visages multiples, hein. Il y a énormément de formes de famille. Et les grands-parents, donc, pour les grands-parents, il a fallu intégrer tous ces changements aussi. Et du coup, leur place dans la famille s'est modifiée. Et parfois, ils sont même des grands-parents parmi d'autres, notamment dans les familles recomposées, où il y a plusieurs papis et plusieurs mamies. Hein? Alors, peut-être que... Vous voulez continuer là? Après, je parlerai après de l'explication. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de tenir compte de toutes ces données-là, hein, en sachant que, d'après ce que dit Pierre, hein, le grand-parent reste une valeur sûre. Et il y a quelque chose qui se maintient et qui a du sens, alors, qui est le lien grand-parental, hein, qui est un lien particulier, qui est un lien puissant et qui n'est pas forcément le lien du sang, il n'est pas forcément biologique. Mais il est extrêmement particulier à un moment donné d'une histoire familiale où tout le monde change de place. Hein, c'est au toit de là que je viens, hein, notamment le parent qui devient grand-parent, parce que c'est la naissance de l'enfant. Et ça induit à la fois dans cette relation particulière du grand-parent, hein, quelque chose d'assez étonnant à une phase de vie où on a envie d'aller vers autre chose, sans forcément se le formuler. Hein, je suis plus, enfin des pâquerettes, hein, mais quelles que soient finalement toutes ces aventures sociétales, familiales, il y a à un moment donné hein, quelque chose qui va changer de configuration, et à un moment donné où le futur grand-parent, il se sent peut-être... parce qu'il y a la ménopause au bout de quelque chose qui est la conception impossible. Les propres parents sont vieillissants. Et il y a quelque chose qui se passe en creux. Hein, et au moment où l'enfant, notre enfant, puisque je suis là en tant que grand-mère aussi,
annonce la grossesse, il y a tout à coup comme une révolution fantastique dans la tête de tout le monde, mais dans cette tête des grands-parents, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Et voilà. Et tout à coup, une page blanche va s'ouvrir, et quelles que soient les configurations, c'est ça qui se passe. Même si c'est dans le recomposé, même si c'est dans une société hyper connectée. Alors comme tu le dis, on peut être grands-parents proches ou grands-parents plus lointains, mais quels que soient les événements, quand tout va bien, forcément, ça sous-tend, chaque situation est individuelle, mais quand tout va bien, il y a quelque chose qui se passe et qui va produire donc un changement d'organisation dans la tête des personnes, mais entre le grand-parent et le petit-enfant, au-delà du parent qui prend une place de pouvoir et de devoir, une complicité différente. Et c'est là que le lien est extrêmement puissant et que cette page vierge qui s'ouvre tout à coup, c'est une euphorie qui est avec un amour qui va se nourrir de ce petit enfant dans le berceau, et puis après des petits sourires, etc. Et ça reste. Et ce qui fait que les parents sont autant présents et donnent autant, les parents, les grands-parents, c'est parce qu'il y a ça au fond. C'est-à-dire l'enfant. Oui, parce qu'être grand-parent, c'est pas une situation qu'on a choisie. On devient grand-parent parce que nos enfants sont eux-mêmes devenus parents. C'est d'ailleurs le seul événement dans la vie où tout est chamboulé à cause de cet événement. Alors, être grand-parent, c'est pas aussi simple que ça. Ça s'apprend d'ailleurs. Mais si on veut comparer avec les arrière-grands-parents, on se rend bien compte qu'il y a eu beaucoup de changements entre les deux. D'ailleurs, on ne peut pas considérer qu'on est comme nos grands-parents ou comme nos arrière-grands-parents. D'ailleurs, ils n'ont plus de repères, ces grands-parents actuels, parce qu'on ne peut pas être comme l'étaient nos grands-parents. Les grands-mères actuelles et les grands-pères actuels ne veulent pas vivre comme leurs arrière-grands-parents. Tout ça, ça a bien changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est la révolution de mai 68, puis les 30 glorieuses, les 30 dernières années, où les grands-parents, ils sont devenus... D'abord, ils sont en activité plus longtemps que nos parents, les grands-parents à cause de l'allongement de la vie et de l'allongement aussi du travail. Ce sont des grands-parents un peu sémillants. Ils ont envie d'avoir des projets, ils ont envie de voyager, ils sont encore en pleine forme. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne s'occupent pas de leurs petits-enfants, et même au contraire, je dirais qu'ils s'en occupent mieux qu'avant. Les grands-parents sont plus proches de leurs enfants que ne l'étaient nos grands-parents à nous. On voit bien d'ailleurs, il suffit de circuler, nous en ville, on voit bien que dans les squares, on voit beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants. Donc c'est plus la grand-mère là qui est là tout le temps. Le grand-père a su prendre sa place en tout cas. Et je crois que c'est important de parler des grands-pères parce que et en plus au niveau de la transmission, puisqu'on va parler de transmission tout à l'heure, le fait que nos enfants aient eu envie d'avoir des enfants, c'est aussi une transmission. Sinon, on ne serait pas grand-père. S'il n'y avait pas de petits-enfants, si nos enfants n'avaient pas eu envie de faire des enfants, on ne serait pas grands-parents. Alors voilà, je crois qu'on peut dire que c'est ce qui a beaucoup changé. En tout cas, c'est cette révolution sociétale et culturelle qui fait que les grands-parents ne peuvent plus être comme avant, ils n'ont plus de repères. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais ce qu'on peut dire de plus, en tout cas, là-dessus... Ce que je voudrais ajouter, c'est que malgré toute cette diversité des familles, et aussi en tenant compte de l'évolution de la famille et de la société, il y a des choses, il nous semble quand même, qui restent toujours pérennes, qui restent toujours stables dans la relation entre grands-parents et petits-enfants. Et on se posait la question, mais sous forme de boutade, mais à quoi ça sert les petits-enfants, À quoi ça sert les grands-parents, pardon, pour les petits-enfants, quand les petits-enfants sont nés? Alors pour nous, on se rend compte aussi que les grands-parents n'ont pas de statut juridique, ce sont les petits-enfants qui, dans la loi, ont le droit d'entretenir des liens avec leurs ascendants.
Donc, effectivement, dans la réalité juridique, les grands-parents n'ont pas de droit spécifique. L'autorité parentale appartient bien sûr aux parents. Mais alors, quelle est l'importance des grands-parents? De façon un petit peu générale, on pense que les grands-parents ont un rôle essentiel à jouer parce que tout d'abord, ils inscrivent l'enfant dans la chaîne des générations. Eux-mêmes sont un maillon de la chaîne, les parents sont aussi un maillon de la chaîne, et cela permet à l'enfant de comprendre qu'il fait partie aussi de ce mouvement, de cette chaîne, et qu'après lui, il y aura d'autres maillons de la chaîne. Et du coup, il pourra se repérer dans le temps. Et il faut dire aussi que les grands-parents vont être un écran par rapport aux parents. C'est-à-dire qu'en principe, dans l'ordre des choses, ils vont mourir les premiers. Donc les grands-parents constituent un écran pour l'enfant. Voilà, donc ils inscrivent l'enfant dans la chaîne des générations. C'est un premier rôle très très important que jouent les grands-parents. Un autre rôle, c'est celui des liens entre les générations. Martine en a parlé aussi tout à l'heure. Ils sont garants des liens intergénérationnels. Et lorsque la famille éclate, lorsqu'il y a des séparations, lorsqu'il y a des divorces, ils sont là comme personnes rassurantes auprès des petits-enfants. Ils peuvent peut-être dire que ses parents, petits-enfants, ils se sont aimés à un moment donné, il est quand même le fruit de l'amour, etc. Et que ses parents, même s'ils sont séparés, divorcés, ses parents l'aiment. Chacun d'eux l'aime. Voilà. Et ça, c'est peut-être notre rôle aussi à nous, parce que dans nos familles, c'est vrai qu'on est souvent confrontés à des séparations. Et là, c'est à des divorces. Mais notre rôle est celui d'être rassurant dans les liens entre les générations. Et quand la famille se disperse, parce que, je ne sais pas, vos enfants, mais moi, je vois des enfants qui sont aux quatre coins du monde, en fait, c'est souvent c'est souvent les grands-parents qui maintiennent les liens, qui font des cousinades, qui continuent à maintenir la famille. Et quand les grands-parents ne sont plus là, parfois la famille a du mal à se retrouver. Donc c'est quand même un rôle important d'être garant des liens. Et puis j'ai envie de venir quand même à la transmission, parce que il y a des grands-parents qui nous disent mais qu'est-ce qu'on va transmettre aux petits-enfants? Le monde a changé, nos expériences elles sont démodées, désuées. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Alors on y réfléchit bien sûr à l'école des grands-parents, on passe beaucoup de temps à réfléchir, et puis à soutenir aussi les grands-parents. Alors on pense qu'il n'y a pas de crise de la transmission actuellement, comme on pourrait le penser. Il y a simplement des modalités de transmission qui sont différentes. Enfin, c'est le fruit de notre réflexion. La transmission continue à exister, mais d'une autre façon. Peut-être que la transmission, auparavant, c'était une transmission plus hiérarchique. On était plus dans la répétition du même. Et tandis que là, on se dit que chaque génération va construire sa propre histoire à partir des outils, des éléments qu'il aura eu de la génération précédente. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que nos enfants, ils vivent comme nous, ils réagissent comme nous, ils vont être différents, mais on leur a transmis quelque chose qui est souvent d'ailleurs de l'ordre des valeurs. Alors, je pense, même s'ils vont les traduire différemment, alors les valeurs, ça peut être des valeurs de partage, de fraternité, on en a parlé entre nous tout à l'heure, ça peut être des valeurs de réalisation. Enfin, ces valeurs nous ont été données par nos propres parents, nos propres grands-parents, qui étaient, non pas peut-être comme tu disais, c'est pas des modèles vraiment, mais ils ont eu un rôle d'exemplarité. Si vous avez en tête, essayez de réfléchir à vos propres grands-parents, voyez ce qu'ils vous ont transmis, peut-être ce qu'ils étaient, parce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils étaient eux-mêmes. Voilà. Vous avez sûrement des images en tête de vos grands-mères ou de vos grands-pères. Et il y a un philosophe qui est Frédéric Lenoir, que vous connaissez peut-être, qui a écrit avec d'autres un beau livre, qui est le titre c'est Transmettre. Ce qu'il dit, c'est que nous ne transmettons que ce que nous incarnons vraiment. Voilà, c'est pas dans les paroles, mais c'est vraiment dans l'être qu'on va transmettre, nous, les grands-parents. Voilà. D'autre part, on va transmettre aussi, nous, les grands-parents, l'histoire familiale. C'est nous qui détenons l'histoire familiale, nous sommes dépositaires de l'histoire. Et les enfants sont héritiers de cette histoire. Donc, n'allons pas dire que notre histoire, elle est banale, elle est insignifiante, ça ne sert à rien de la raconter. Et on voit bien que parfois, on a des trous dans notre histoire et on se dit, oh, qu'est-ce qu'on aurait dû interroger nos grands-parents quand même. Il y a des choses qui nous manquent. Donc, n'hésitez pas à transmettre cette histoire par des récits, par des photos, par l'arbre généalogique. Les enfants, d'ailleurs, ils adorent qu'on leur parle de l'histoire. Ils sont friands d'histoire.
Quand on leur disait par exemple que leur père a fait des bêtises quand il était petit, ils adorent ça. Voilà, donc n'hésitez pas à transmettre l'histoire, même si quelquefois l'histoire peut être rude, il peut y avoir aussi des secrets de famille, il peut y avoir des écorchures très fortes. Enfin, cette histoire, elle est importante. C'est vraiment les racines. Voilà. Autrement, bien sûr, on va transmettre aussi la culture. Chacun va transmettre sa culture. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait parler du patrimoine aussi qu'on va transmettre. Le patrimoine, c'est formidable de transmettre un patrimoine, mais c'est aussi source d'émotion et quelquefois aussi ça réveille des injustices de l'enfance. Parce que derrière le matériel, derrière l'argent, il y a toujours l'amour qu'on a eu ou qu'on a revendiqué ou qu'on n'a pas eu, etc. Voilà, je t'ai laissé Pierre, ou bien tu faisais une autre question sur, Peut-être que tu as quelque chose à compléter. Moi, je voulais simplement, peut-être, face à ce descriptif qui est vraiment vrai, parce que je crois que c'est encore fort aujourd'hui et prépondérant, mais il faut reconnaître que, malgré tout, eux-mêmes, le monde des grands-parents qui représente la stabilité, l'écoute, la gratuité, quelque chose, des valeurs qui ne sont pas forcément dominantes toujours dans notre société, cette capacité à être présent, vous l'avez dit aussi, mais est-ce que dans l'évolution de la société, les grands-parents ne connaissent pas eux-mêmes des situations d'instabilité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans votre école, ou pour toi Martine, dans cette question d'instabilité dans la vie, on voit des grands-parents eux-mêmes connaître des séparations, on voit des grands-parents partir au loin, à l'autre bout du monde, donc eux-mêmes sont donc dans une autre perspective, surtout avec ce que vous avez souligné, l'allongement de la durée de vie. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous avez une expérience ou que l'école ou Martine? La question est compliquée parce que chaque histoire entre le grand-parent et l'enfant est singulière. Donc, il manque un tas d'éléments pour montrer et prouver que tout est possible, mais de façon différente à chaque fois. Ce que je peux témoigner d'un éloignement géographique, puisque mon compagnon, donc nous sommes séparés, les parents, chaque parent de nos petits-enfants, comment je vais dire, nous sommes recomposés nous-mêmes à notre niveau, et il y a de la recomposition en dessous, et on peut dire que ça a un impact certes, mais que tout est adaptable, parce que la grand-parentalité, justement, elle correspond à une façon d'avoir la relation avec ce petit-fils, cette petite-fille, qui soit ou non biologique, une relation puissante et particulière, avec une complicité qui va se fonder sur justement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une perte de pouvoir du grand-parent parce qu'il n'est plus dans le devoir ou dans le pouvoir, dans le sens de c'est plus lui qui fait les enfants. Et puis chez l'enfant, il y a aussi cette notion de la même chose. Il n'est ni dans le pouvoir ni dans le devoir par rapport à ça. C'est vrai il y a automatiquement, quel que soit le lien biologique, quelque chose qui peut se créer au-delà de l'espace et du temps. Aujourd'hui, grâce au contexte connecté, il y a le temps des vacances où il est important d'avoir des temps réguliers pour pouvoir fabriquer du lien. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est grand-parent d'un enfant s'il n'y a pas des moments où on est dans la proximité. Et puis il y a le temps où on est loin. Donc là, la connexion va aider. Je sais pas, il y a beaucoup de grands-parents dans ce cas-là qui sont soit loin, soit près soit loin. Soit c'est l'enfant qui est loin. Et FaceTime, je ne sais plus comment ça s'appelle. On arrive maintenant à pouvoir communiquer à distance comme ça. Mais je dirais que c'est encore pas le plus important. Ce qui me semble avoir fonctionné par rapport à des situations que je croise, ou ma propre situation, c'est aussi comment les parents nous introduisent dans cette relation avec leur propre enfant. C'est comment l'histoire familiale est amorcée pour que nous, on puisse la continuer.
pour que l'enfant plus grand nous pose la question comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé. Et cette relation de complicité, puis finalement intime dans cette complicité, fait qu'on aura l'impression, en se voyant, et quelquefois en se voyant qu'une fois par an, la conversation va pouvoir reprendre comme si on s'était pas quitté la veille. Ce qui est complètement différent si les parents de cet enfant-là ne nous laissent pas cette place-là. Et voilà, c'est quelque chose qui va au-delà d'une filiation traditionnelle. Et il y a des choses qui se passent aussi, puisque j'ai des grands petits-enfants, c'est qu'à l'adolescence, au moment où le grand-parent lui-même se sent dans la fragilité d'un corps qui rencontre le vieillissement, il y a l'adolescent qui lui aussi est transformé par rapport à ce qu'il est en train de vivre, et avec des échanges plus compliqués avec les parents. Et là, on a une place extrêmement importante et qui est rendue possible parce que le téléphone est possible, même si les vacances ne sont pas régulières, parce que plus grand, c'est moins... Donc c'est individuel, c'est une histoire qui se construit à deux, et à condition, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le fonctionnement de grands-parents est très délicat. C'est ça qui est compliqué, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, c'est quelle place je prends, comment je suis suffisamment disponible quand on a besoin de moi, et comment je suis en retrait quand on n'a plus besoin de moi, et comment je retiens mes réflexions. Parce qu'au début, c'est extrêmement lent. La fonction grand-parentale se fait lentement, et il y a notre enfant qui a peut-être des conflits à régler avec nous, et puis il y a l'autre parent de notre enfant avec qui la relation doit se construire, et quelquefois on n'a pas de place du tout, il faut la construire. Je me souviens, je suis pédiatre, je l'ai déjà dit, mais c'est pas pour ça que je dis, mais quand ma belle-fille m'a autorisé m'a demandé quand même d'aller chercher la petite à la crèche à l'âge de 4 mois, et elle m'a expliqué comment il fallait préparer le biberon. Donc, j'aurais pu dire je sais, etc. Et il m'a semblé important de bien écouter ces consignes, et puis parce qu'il y a des choses que j'ai peut-être compris dans le cadre de mon travail, où il faut accepter cette humilité, cette modestie, et être présent quand on a besoin de nous, et savoir se retirer quand on n'a plus besoin de nous. J'ai une expérience d'un divorce. J'ai été immédiatement présente dans cette situation de divorce, où tout à coup je me suis retrouvée à devoir être vraiment dans la proximité avec mes petits-enfants, une proximité proche, douloureuse, c'était pas ici, avec une relation avec ma fille de femme à femme. Puis après, il y a eu une période de monoparentalité où je suis restée présente, mais après, quand il y a eu recomposition, il a fallu que je me retire. Voilà. C'est un témoignage pour dire que la place du grand-parent, elle est sensible, et c'est à nous quand même de faire tous les efforts quoi qu'il arrive. On n'a pas à se plaindre, c'est ça que je veux dire. Monique, un mot. Alors j'aimerais bien quand même qu'il y a des petits-enfants ici dans la salle, la grande salle qui est ici, ouverte. Si des petits-enfants veulent témoigner, bien, on sera bien heureux. Monique, peut-être aussi sur ce qu'on venait d'exprimer, un mot. Non, je ne sais pas. Moi, simplement, ce que je voudrais rajouter par ce que tu as dit, c'est que, bon, c'est vrai que les générations passent. C'est à nous de nous adapter un petit peu à la génération qui vient. Je crois qu'il ne faut pas avoir la nostalgie du passé, parce que sinon on n'avancera pas. Et d'ailleurs, nos petits-enfants, ils n'aiment pas qu'on leur dise bon, c'était mieux avant. Et si on leur dit ça, alors là, au contraire, ils reculent. C'est figé. Donc, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Il faut plutôt prendre un atout de ces enfants, de ce qu'ils ont avec les nouvelles technologies. Je crois qu'il faut en faire un atout avec eux. C'est comme ça qu'on va avoir la communication avec eux. D'ailleurs, ils seront contents qu'on prenne conscience que la vie évolue. Et si on leur dit, bon ben voilà, qu'est-ce que tu vas faire de tes études, comment tu vas évoluer, d'abord, nous, ça nous rajeunit un peu. Parce que bon, tout ce qu'on a fait auparavant, c'est important, il faut pas l'oublier. Tout ce qui a été notre vie, tout ce qui a été fait par notre famille, mais n'empêche que maintenant, il faut passer à autre chose. Il y a un nouvel avenir pour tout le monde.
Moi, je voudrais un peu parler peut-être des difficultés que connaissent les grands-parents, qui n'osent pas exprimer quelquefois en groupe, collectivement, mais des difficultés qu'ils ressentent très douloureusement parce que la relation avec les parents n'est pas toujours facile. Et effectivement, pour avoir accès aux petits-enfants, pour avoir une bonne relation avec eux, il faut nécessairement passer par les parents, parce que ce sont les parents qui vont ouvrir ou fermer la porte aux petits-enfants. Alors nous, dans notre travail de bénévole, dans l'association, on voit de grandes souffrances de grands-parents qui ont perdu le lien avec leurs petits-enfants parce qu'ils sont en conflit avec leurs enfants, ou belles-filles, ou gendres, etc. Et on s'aperçoit que ce sont des grands-parents qui ont beaucoup donné, qui ont souvent, et peut-être trop donné, qui ont été très présents. Et les parents, quelquefois, ont besoin de prendre du large. Aussi, pour exister, ils ont besoin de prendre du large. D'autre part, on a aussi des grands-parents qui ne comprennent pas, ils sont dans la détresse. Tout allait bien jusqu'à ce que leur fille ou leur fils soient devenus parents. Et à ce moment-là, ça a été des tensions énormes et il y a eu un éloignement progressif. Alors, ce que je voulais ajouter peut-être, c'est qu'il y a des écueils à éviter pour nous grands-parents. Tout à l'heure, Martine le disait, quelquefois savoir se taire, ne rien dire. Il faut aussi toujours valoriser le parent, valoriser votre fille, enfin votre belle-fille, votre gendre, etc. Et s'il y a eu séparation, continuez à respecter l'ex-conjoint qui sera toujours le parent de votre petit enfant. Donc, évitons les critiques, parce que c'est vite fait de dire oh là là, il n'est pas habillé, il va avoir froid, ou bien qu'est-ce que ça veut dire d'aller chez McDo, vous n'avez pas McDo, vous, ils mangent mal ces enfants. Quelquefois on a vite fait de dire des choses qui peuvent vraiment heurter et humilier. Donc faire toujours attention, et comme vous disiez tous les deux, c'est à nous, c'est à nous de faire attention et de respecter les cadres et les règles des parents qui ne sont pas nécessairement les nôtres, les règles pour l'alimentation, pour le sommeil, enfin, etc. Donc toujours être en mouvement et peut-être se faire confiance aussi, parce qu'on va être grands-parents en fonction de ce qui nous a été donné nous-mêmes. On s'est construit d'une certaine façon, dans une certaine forme de famille, et puis se dire qu'on est toujours peut-être en recherche, on est toujours dans la réflexion. Donc se faire confiance et puis faire confiance aussi aux générations qui nous suivent. Voilà. Et si vraiment on est en grosse difficulté, il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un d'extérieur, un tiers qui pourra aussi vous aider et vous conseiller, soit au téléphone, soit directement. Il ne faut jamais rester seul par rapport à une grande souffrance. Mais enfin, dans la plupart des cas, tout se passe bien avec bien sûr les parents et les petits-enfants. Voilà. Alors, vous avez peut-être des questions à ce stade de notre conférence que vous souhaiteriez poser, mais malheureusement, techniquement, je suis relié à un fil. Alors, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Soit vous avancez si vous n'avez pas la voix forte. Si vous avez la voix forte, posez-la, parce qu'il y a l'ambiance d'un festival, c'est un peu ça. Ça vit autour, c'est pas facile peut-être de se concentrer. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ou un témoignage? J'appelais... Parmi les jeunes, là, il n'y a pas de témoignage Vous avez des grands-parents? Où ils sont vos grands-parents? Ils sont pas là. Ah ben alors. Oui. Tu veux pas dire quelques mots sur tes grands-parents? Allez, viens dire un petit mot sur tes grands-parents. Bravo. Merci. Bonjour à tous. Et après, je vous avouerai que j'ai pas du tout pu écouter ce qui a été dit précédemment parce que j'étais en train d'animer avec les enfants, mais ça ne me pose pas de problème de parler de mes grands-parents, tout simplement. Mes grands-parents, eh bien écoutez, je n'ai plus de grand-père. J'ai perdu le premier, je n'étais pas né, donc je ne l'ai pas connu. Et le second, je l'ai perdu à l'âge de 8 ans et demi. Et on était très très proches, tous les deux, on se voyait très souvent, on était très complices. Et je vous avoue que lorsque c'est arrivé, eh bien, j'étais très 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 triste, bien évidemment. Et quant à mes grands-mères,
J'en vois encore une de temps en temps. On fait des petits repas classiques le dimanche en famille, ce qui est normal, pouvoir revoir la famille. Et ça permet de rassembler un petit peu tout le monde, également chez la maison de la mamie. Et la deuxième que je ne vois plus parce qu'elle est assez loin et puis on s'est un petit peu perdu de vue malheureusement. Voilà. Merci à toi. Donc, de ce lien, de ce lien que tu avais avec tes grands-parents, est-ce que ce lien, est-ce que tu as pu sentir l'amour qu'il y avait pour toi? Comment ça se concrétisait? Comment elle essayait de te donner des bonnes recettes? Les bonnes recettes de cuisine de Maïté, bien sûr. Avec la ciboulette. Oui, après, je parlerai plus de la relation de mon grand-père, parce que c'est vraiment avec lui que j'ai eu beaucoup d'échanges et de relations. On partageait des choses ensemble, et malgré qu'il soit parti, je dirais tôt, j'avais 8-9 ans, c'est avec lui que j'ai encore aujourd'hui le plus de souvenirs. Et c'était des petites attentions, des petits gestes qu'on avait l'un envers l'autre. Il posait toujours, quand on se voyait, quand on se disait bonjour, toujours la main sur mon épaule droite, je m'en souviendrai encore. Et des fois, quand je dors, je sens encore des petits frissons comme ça, comme s'il était toujours présent à côté de moi. Voilà. Merci. Pas de souci. Bravo. Voilà. Alors, Gaspard, est-ce que tu as un grand-père, toi? T'as pas de grand-père? Comment il s'appelle, le grand-père? Bon, voilà. Merci pour ton témoignage. Une question? Oui, c'est un peu les deux. Voilà, je voulais vous demander comment on fait pour justement transmettre les choses aux petits-enfants quand on n'a pas eu de grands-parents ni de parents avant. Voilà. Donc quand on n'a pas eu ni de parents ni de grands-parents, est-ce qu'on peut transmettre quand même? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des enfants et des petits-enfants, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que vous avez pu leur parler de votre histoire? Le fait qu'elles savent, déjà c'est un déblocage, le fait d'en parler. Et en fait, la transmission, vous allez transmettre ce que vous êtes vous, à partir de votre histoire. Qu'est-ce qui vous pose question dans la transmission pour vous? Qu'est-ce qui vous fait un peu... Oui. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à démarrer avec mes petits-enfants, parce que je n'avais pas grand-chose à leur raconter. J'ai eu beaucoup de difficultés aussi à élever mes enfants dans la droiture et tout, puisqu'il n'y a pas de personne derrière qui peut vous donner des conseils derrière. Quand je me suis retrouvée maman la première fois, j'étais perdue. Personne pour expliquer. Mais bon, après, j'ai fait mes expériences moi-même sur mes enfants, que je retransmets maintenant pour mes petits-enfants. Mais bon, c'est pas facile de redémarrer une vie quand il n'y a pas de parents ni de grands-parents avant. Voilà, le témoignage. Même si on dit qu'on ne sera pas grands-parents comme étaient nos grands-parents, mais quand même, ce qu'on a vécu avec les grands-parents, ça alimente quand même ce qu'on peut être comme parents. C'est-à-dire qu'on revit par rapport à travers nos enfants, et on réapprend aussi à travers les petits-enfants. On retrouve la vie qu'on a perdue quelque part. Une sorte de réparation en quelque sorte, c'est ça? D'accord. Voilà, c'est ça. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Je trouve, ouais. Bravo pour votre question. Et puis, il y a quelque chose en tout cas qui se transmet de vous, et qu'on ne peut pas expliquer, mais ne serait-ce que le courage que vous avez eu de pouvoir avoir une vie avec des valeurs, et ça se transmet. Au-delà de l'espace et du temps, il y a tout ce qu'on ne sait pas et qu'on transmet sans le savoir. Alors, d'autres témoignages ou réactions qui seraient donc questions à poser à nos
spécialiste en grande parentalité? Non? Bon, dans ce que vous êtes, vous avez vous-même témoigné, les uns les autres, qu'est-ce que dans le témoignage que vous avez entendu, qu'est-ce que vous voudriez retenir ou partager, qui vous a interpellé dans ce que vous avez entendu? Martine, dans ce que tu as entendu des témoignages de Monique et de Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais reprendre? Et même question pour vous. Il y a une chose qui est importante, en tout cas pour les grands-parents aussi, c'est de la solidarité familiale. Parce que le rôle des grands-parents, bon ben là on l'a entendu, on l'a vu, hein, c'est important, mais la solidarité familiale chez les grands-parents, c'est ce qu'on pourrait appeler la notion de grands-parents sandwich. Parce que vous êtes là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, mais en tout cas les grands-parents de ma génération, on est maintenant nombreux à avoir des arrière-grands-parents, hein, qui sont effectivement peut-être faibles et tout ça, mais le rôle de notre génération, on est sur deux points. Hein. On doit s'occuper de nos parents, hein, qui sont vieillissants, et on doit s'occuper de nos enfants, et par là, de nos petits-enfants. Hein. Et ça, c'est extrêmement important, parce que vis-à-vis de nos grands-parents, enfin de nos grands-parents, pardon, de nos parents qui sont arrière-grands-parents maintenant, hein, il y a beaucoup de conditions matérielles, des conditions affectives, que ça soit ponctuel ou que ce soit régulier, mais en tout cas, on se pose, nous, en tout cas, la question toujours, parce qu'on est pris là-dedans, est-ce que dans l'avenir, nos enfants feront autant pour nous que ce qu'on aura fait pour nos parents, hein? Quand on voit l'individualisme qu'il y a maintenant, je crois qu'on est obligé d'y penser. Bon, peut-être que ça se passera très bien, il y aura sûrement pas de problème, mais on voit aussi beaucoup de grands-parents qui sont très isolés maintenant dans les maisons de retraite. Avant, tout le monde vivait ensemble, maintenant, on les met dans la maison de retraite et on ne peut plus s'en occuper. Hein. Alors c'est pareil pour la transmission, pour la solidarité vis-à-vis des enfants, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les grands-parents sont là pour s'occuper des petits-enfants, c'est ça la solidarité vis-à-vis des enfants, hein, c'est pour les grandes vacances. Alors en fonction de la situation géographique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même 23 millions d'heures hebdomadaires de soutien aux parents, ce qui est énorme. Et ça s'adresse surtout dans le quotidien pour ceux qui habitent très très proches. Mais Monique vous disait également qu'il ne faut pas se laisser envahir par ça. Il ne faut pas qu'on devienne des urgentistes par rapport à nos familles. Il faut savoir dire non de temps en temps, hein, parce que sinon c'est au quotidien. Vous avez tous certainement connu ça, hein, au dernier moment, on vous appelle à 6h du soir, oh bah tiens, j'ai encore une réunion, est-ce que tu peux pas aller chercher les enfants à la crèche, parce que hein, ça on l'entend souvent. Je crois que si les grands-parents veulent avoir une vie à eux, il faut aussi qu'ils mettent de temps en temps de la distance. Hein. Alors, pas tout le temps, il faut être présent quand même, mais de temps en temps savoir dire non. C'est important, parce que finalement, il faut qu'on se sente heureux aussi. Si on est trop sollicité, on a ce bonheur-là, on ne peut pas toujours l'avoir à temps complet. Alors, ce qui m'a touché des deux témoignages, c'est le premier témoignage avec ce que, je ne sais plus son prénom, ce que disait le jeune homme de son grand-père. Et je ne sais plus quelle culture parle de traces dans l'âme, mais son grand-père n'est plus, mais il a laissé une trace dans son âme, et c'est une trace de tendresse, de présence, et ça c'est quelque chose de fort, je trouve. Et par rapport à justement cette présence, parce que par rapport il y a, pour moi dans ma façon d'être grand-mère, il y a bien sûr la transmission, on en a parlé, il y a bien sûr la solidarité, la complicité, on en a parlé, mais c'est la notion de la qualité du temps qu'on passe avec notre petit enfant, même si finalement, comme grands-parents, on a encore des tas de choses à faire parce qu'on est dans une vie assez active.
Quand on est avec le petit enfant, il y a ce temps qui laisse une trace et qui est ce plaisir d'être là. Et c'est là que ça se transmet, ce qu'on est. Hein. C'est-à-dire s'asseoir sur la marche d'escalier, prendre le temps du rien, dans un temps où il y a beaucoup, et puis laisser les choses se raconter, et puis ça vient. C'est là qu'il y a les meilleurs échanges. Et notre façon d'être ensemble, elle est unique. Même si on peut la raconter, il y a quelque chose d'indicible et de très fort. Et qui est peut-être de l'amour tout simplement. Mais de l'amour qui est devenu sage, c'est-à-dire qu'on a mis de côté aussi tout ce qui ne sert à rien. Il y a aussi la sagesse, une sorte de sagesse. Hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être, comme grands-parents, pris du recul par rapport à tous nos défauts de parents, j'ai envie de dire. C'est pas qu'on les répare, mais on peut témoigner de ça, hein, qu'il y a des choses importantes et des choses qui ne le sont pas. Et ça, c'est une sorte de bien-être ensemble, hein, où ce qui est important est mis de côté et on reste à l'essentiel quand on est en communication avec le petit enfant ou l'enfant plus grand. Voilà. Et c'est déjà... Voilà. Hein, et ce que disait Françoise Dolto, c'est qu'il y a quelque chose de l'éducation des parents, elle le disait comme ça, hein, qui, si elle n'est pas là, manque à l'enfant. Parce que il y a du différent qui permet à l'enfant d'apprendre un peu plus, notamment à être un peu mieux avec les autres, hein, dans un contexte où il n'y a pas seulement les deux parents. Peut-être ajouter quelque chose suite à la phrase dont vous parlez de Françoise Dolto. Je voulais aussi peut-être citer Cyrulnik qui dit que même si on n'a pas eu de parents, de grands-parents, on peut construire quelque chose, on peut être résilient par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. Et vous en parliez, madame, votre témoignage était poignant, mais plein d'espoir, hein, parce que vous avez pu construire une famille, avoir des enfants et des petits-enfants. Donc il y a toujours quelque chose à construire. Et tout à l'heure, Martine, vous parliez de la page blanche. J'aime beaucoup l'expression la page vierge. Hein, voilà, il y a toujours une page vierge, on peut toujours continuer à construire quelque chose. Et je voulais juste ajouter un petit quelque chose, à savoir que certains nous disent on est grands-parents, mais pas que grands-parents. Effectivement, si vous pouvez avoir à l'extérieur des activités, je ne sais pas, sportives, culturelles ou avec d'autres, c'est important aussi parce que tout ce qui va venir de l'extérieur va alimenter la famille à l'intérieur. Donc vous n'êtes pas que grands-parents, hein. Vous êtes aussi des personnes avec, c'est ce que disait, tout à l'heure tu disais ça Pierre, hein, on n'est pas que grands-parents. Donc important de s'ouvrir aussi à la société, à l'extérieur, par différents moyens, hein, quels que soient les moyens qu'on prend. Bon ben on va terminer, pas de réaction, pas de questions. Ah ben on peut remercier nos grands-parents qui ont leur diplôme, bravo. Est-ce qu'il y a un diplôme là? Attendez, il y a un diplôme qui va être montré. Ah, il est parti le diplôme. Ah, regardez tous, le beau diplôme de grands-parents. Bravo! Voilà, bonne continuation au festival, il va y avoir de la musique, il y a encore une pièce de théâtre, des ateliers, et puis passer encore un bon temps ensemble entre générations. À bientôt!